qui est absolument effrayant, c'est qu'on a ce jeune homme qui a été lynché, massacré par 6 personnes surexcitées. Et espérons que l'enquête avance et qu'on arrive à déterminer leurs identités. Écoutons juste le voisin qui a filmé cette séquence, et je le dis pour nos auditeurs, qui est difficilement soutenable et que nous avons évidemment flouté parce que nous respectons la personne de Quentin qui est décédé. Écoutez le témoignage de cette âme qui a vu et a filmé cette scène. J'étais tranquillement chez moi en train de jouer à l'ordi et j'ai entendu hurler dans la rue. Et donc je me suis levé et j'ai filmé une manifestation de gens en noir qui avançaient. Je dis j'espère qu'ils vont pas casser de voiture. Et après du coup je les ai vus prendre à partie 3 personnes. Ils ont tabassé un à terre, les 2 autres ils ont fait des croche-pattes, des pains dans la tronche. Et il y en a un qui est resté à terre, donc je suppose que c'était Quentin qui est resté à terre pendant un bon moment avant de s'asseoir sur le petit banc ici là. Et après il paraîtrait qu'il serait reparti à pied. Et donc il y a beaucoup de monde autour de lui, donc moi je suis pas descendu non plus pour aller aider. J'ai vu qu'il y a déjà 15 personnes autour, j'ai voulu lui laisser de l'air. Ouais. J'ai vu que les gens avaient appelé les pompiers et tout, et après je suis reparti chez moi, j'ai entendu les ambulances passer, donc je pensais qu'ils l'avaient emmené, mais vraisemblablement non. Gauthier Lebret, il y a cette scène d'une violence inouïe qui a conduit à la mort d'un jeune homme de 23 ans. Et après, il y a le volet politique qu'on va décrypter. Mais là, quand même, ils sont 6. Il est à terre, ce jeune. Ils ont des gants coqués, donc ils ont les poings renforcés. Ils shootent dans la tête comme dans un ballon de football. Et ce qu'on retient de la conférence du procureur de Lyon, c'est qu'il écarte la rixe et l'affrontement qu'on a entendu dans un certain nombre de médias, pas tous, durant ce week-end, parce qu'effectivement, quand vous vous acharnez sur la tête de quelqu'un, c'est pour le tuer, c'est pas pour l'affronter, c'est pas lors d'une bagarre à 6 contre 1, ça s'appelle un lynchage, ça s'appelle probablement un homicide volontaire, puisque les faits ont été requalifiés ce soir par le procureur. Et puis il y a aussi association de malfaiteurs. Donc ça, c'est très intéressant d'utiliser le terme d'association de malfaiteurs, donc c'est à plusieurs. Et puis après, on peut voir s'il y a des consignes qui ont été données, s'il y a eu, pourquoi pas, une préméditation. Donc on va voir ce que donne l'enquête. C'est vrai que dans la classe politique, j'ai vu beaucoup de commentaires dès ce week-end, je pense à Marion Maréchal par exemple, qui s'interrogeait sur la lenteur des arrestations. Est-ce que des preuves peuvent être détruites dans ce laps de temps ? Si on laisse du répit aux agresseurs, est-ce qu'ils ont un moyen d'organiser leur défense en sachant qu'un matin ou un autre, on viendra frapper à leur porte pour les interpeller ? Mais cette conférence du procureur de la République a eu ce mérite de chasser une bonne fois pour toutes la thèse de l'affrontement ou de la rixe qui est insupportable. Et je rappelle qu'on a entendu pendant 3 jours. Hein. Exactement. Et je rappelle qu'il y a des médias qui récidivent, puisque à Crépol, on nous disait pareil que c'était une rixe entre bandes rivales qui a conduit, vous savez, à la mort de Thomas. D'un côté, vous aviez des jeunes qui sont venus avec des couteaux, de l'autre, vous aviez des jeunes qui étaient là pour danser. C'est pas tout à fait la même chose. Donc là, voilà. Et je pense qu'il y a un certain nombre de médias qui devraient faire leur autocritique après la conférence du procureur de la République. Louis de Ragnel, il est surprenant que le procureur n'annonce pas d'interpellation, ou c'est qu'ils prennent leur temps, peut-être parce qu'ils veulent vérifier les identités, peut-être de personnes qu'on serait surpris de voir là. Alors, il y a 2 stratégies possibles dans ce type d'affaires. On se serait attendu, par exemple, si ça avait été des gens soupçonnés appartenant à l'extrême droite, je pense qu'ils auraient ratissé très large. Il y aurait eu une 40aine d'interpellations, même des gens qui étaient à Paris pour voir s'il n'y a pas de coordination. Et là, je reconnais que moi, je suis un tout petit peu surpris de voir qu'il n'y a pas d'interpellation dès le début, avec tous les risques qui ont été développés par Gauthier, risque de destruction de preuves, de s'entendre sur une version et de gagner du temps en réalité. La deuxième stratégie, je vois très bien ce qu'essaye de faire le procureur. Il essaye de rassembler tous les éléments, d'essayer de confondre les identités, d'essayer de travailler sur l'ADN et ensuite de faire ce qu'ils appellent un peu le tir parfait pour être certain d'arrêter la bonne personne. Moi, je pense que ça aurait envoyé un message très fort d'arrêter dès le début, parce que, en fait, non, mais il ne s'agit pas de quelqu'un qui a été molesté ou violenté, il s'agit d'un meurtre politique. On est d'accord. Et un meurtre politique, en fait, il n'y en a pas tous les jours en France. Ce qui s'est passé est gravissime, et par ailleurs, il y a quand même des choses très troublantes et des questions qu'on se pose. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau, qui est mis en cause sur les réseaux sociaux par un certain nombre de personnes, comme étant une des personnes présentes au moment du meurtre du jeune garçon, comment se fait-il que cette personne, par exemple, ne dément pas avoir été présente Suspendu par Yael Braun-Pivet. Alors privé de badge à l'Assemblée nationale, voilà. Mais vous avez raison, mais voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, je trouve que derrière tout ça, il y a quand même, remonte à la surface,
tous les tabous de la classe politique actuelle. Il y a aujourd'hui 10 000 personnes d'ultra-gauche recensées par le renseignement français comme étant dangereux, 3 000 personnes fichées S à l'ultra-gauche. Non mais, alors après, je veux bien entendre Jean-Luc Mélenchon dire qu'il est à la tête d'un mouvement pacifiste. Aujourd'hui, vous avez plein de gens de LFI qui vous disent mais on n'a rien à voir avec la Jeune Garde. Non, la Jeune Garde est un vivier de la France Insoumise. La Jeune Garde est le service d'ordre de la France Insoumise dans un certain nombre de départements. Il y a entre 100 et 300 personnes autour de Lyon, et il y a entre 400 et 500 personnes dans toute la France pouvant se revendiquer de la Jeune Garde. Pourquoi Raphaël Arnaud a été investi député par la France Insoumise? Simplement parce qu'il a fondé la Jeune Garde, qui était ce mouvement qui protégeait Jean-Luc Mélenchon et qui sécurisait ses meetings. Il y a, si vous voulez, alors je veux bien entendre, on n'a rien à voir avec tout ça, mais tout ça est faux. Puis il y a des preuves par l'image, par le son. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui remercie la Jeune Garde. On va l'écouter dans un instant. Qui dit qu'il compte sur eux, qu'il va falloir changer de mode opératoire. Sous-texte, ça veut dire faut arrêter de convaincre par les mots. Il le dit jamais, en fait. Il parle de méthodes impactantes. Oui. Donc il y a un moment, alors moi je veux bien, Jean-Luc Mélenchon nous prend un peu pour des imbéciles. Maintenant, il va falloir ouvrir les yeux, voir les évidences qui sont... aujourd'hui, elles sautent aux yeux. Tout le monde les voit, les évidences. La France Insoumise est un parti dangereux. La France Insoumise appelle à des actions qui conduisent à de la violence extrême qui peut provoquer la mort. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité. On va faire la pause. On écoute dans un instant Jean-Luc Mélenchon, parce que vous avez raison. Il y a un lien évident entre la France Insoumise et la Jeune Garde. Il a été revendiqué comme tel par Jean-Luc Mélenchon. On va l'écouter et je vous passerai la parole, Éric, Laetitia et Michel. Que la mort de Quentin, 23 ans, à Lyon. Une enquête pour homicide volontaire a donc été ouverte. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la République de Lyon. Pas d'interpellation, on le rappelle, alors que 6 personnes se sont acharnées sur la tête de ce jeune homme qui est mort de ses lésions, avec vraiment des lésions graves, traumatisme crânien majeur, fracture temporale droite, comme l'a détaillé le procureur de la République de Lyon. On en arrive aussi au volet politique, parce qu'il y a ces groupuscules de gauche qui sont évidemment fortement suspectés dans cette affaire. Les auditions sont en cours, je le rappelle, encore une fois, il n'y a pas eu d'interpellation. Mais il y a des liens avérés entre certains groupuscules, notamment la Jeune Garde et la France Insoumise. On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui, en avril 2024, assumait et encourageait l'action de la Jeune Garde. Il dit, eh bien, nous allons dissoudre la Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Et qui sont ces jeunes gens ? Des jeunes gens qui détestent le fascisme. Eh bien, je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Demain à Lyon, où il y aura la manif du 1er mai, j'appelle tous mes camarades, les insoumis, à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur ». Jean-Luc Mélenchon, en avril 2025, Éric Revel, il assume, il persiste ici. Là, évidemment, c'était avant la mort de Quentin. Oui, alors on verra, mais hier même, il disait que c'était la France Insoumise qui était attaquée. On verra les liens, après ce meurtre politique entre la Jeune Garde et la France Insoumise. Mais ce qui est certain, c'est que les archives sont cruelles et que Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas nier qu'il a porté la Jeune Garde. D'ailleurs, on attend toujours la décision du Conseil d'État quand même. Vous savez qu'il y a un petit biais idéologique pour savoir si la Jeune Garde doit être dissoute ou pas. C'est Bruno Retailleau qui avait demandé à ce que ce mouvement anti-PAF ministre de l'Intérieur disparaisse. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que on a eu le 13 janvier dernier la naissance d'un mouvement un peu parallèle. Vous voyez, c'est reconstitution de Ligue dissoute. Hein. Ça s'appelle Éteignons la flamme. La flamme, donc, ça vise directement le RN, évidemment, ou l'ancien Front National, et qui a porté sur les fonds baptismaux ce substitut de la Jeune Garde, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était présent. Donc, si vous voulez, on va voir, restons prudents, les liens directs entre ce meurtre politique, la Jeune Garde, mais en tout cas, il y a une chose qui est établie maintenant, clairement, puisque Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même, c'est le lien entre LFI et la Jeune Garde. Donc, si la Jeune Garde est impliquée... Ils ont fait Raphaël Arnaud député. Non, mais c'est l'implication que je veux voir. Mais s'il y a une implication, c'est un séisme politique pour la France Insoumise.
Insoumise. Et, je l'oublie pas, pour tous ceux qui ont pactisé avec la France Insoumise. J'aimerais entendre, si c'est le cas, M. Gabriel Attal. J'aimerais entendre M. François Hollande, qui a eu l'étiquette NFP pour être élu député de Corrèze avec à l'intérieur la France Insoumise. M. Hollande qui dit que la démocratie française est en danger depuis le meurtre abominable de ce jeune garçon. 100% d'accord. Mais qu'ont fait ces gens? Le seul que je trouve clair, je vous le dis et je le répète, c'est Raphaël Glucksmann pour Place Publique, parce que lui, il a dit... Alors, ça les empêche pas. Il s'est quand même allié la dernière fois. Voilà, ça les empêche pas de s'allier. À la dissolution, il s'est allié. Mais là, il me semble qu'il a pris un virage qui peut lui porter... Écoutons M. Glucksmann qui accuse la France Insoumise de brutaliser le débat public. Clairement, la France Insoumise brutalise le débat public depuis des semaines et des semaines et des mois et des mois. Vous savez, vous ne pouvez pas en permanence utiliser des mots d'une violence extrême sans penser que ces mots se traduiront en actes. Il faut arrêter cela. Ce que je dis, c'est que quand Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Thomas Porte, Raphaël Arnaud, tous ces militants, cadres, députés de la France Insoumise, en permanence jettent de l'huile sur le feu. Quand ils disent à chaque déclaration du ministre des Affaires étrangères, le CRIF a demandé ça. Quand ils expliquent que les opposants sont des nazis génocidaires, eh bien, ils mettent de l'huile sur le feu et c'est proprement irresponsable. Voilà, et on espère que Raphaël Glucksmann tiendra sur cette ligne jusqu'au second tour de toutes les élections à venir. Écoutons juste la réponse d'Éric Coquerel qui tacle M. Glucksmann. J'ai vu que M. Glucksmann disait qu'il était désormais hors de question de s'allier avec nous. Je pense que toutes les personnes qui récupèrent cet événement de cette manière-là, je pense effectivement que ça sera impensable de s'allier avec eux. Le fait de nous mettre en responsabilité, ça net l'extrême droite. Après, ça part à M. Darmanin, puis après au gouvernement. Le fait que certaines personnes de gauche prennent soin de mettre leur voix dans cette espèce de halali qui ressemble un peu au Trumpisme, j'allais dire. Je vous rappelle, pourquoi je dis que ça ressemble au Trumpisme, parce que je vous rappelle que quand M. Kirk a été assassiné, M. Trump a accusé jusqu'au Parti démocrate d'être responsable de cette histoire. Donc c'est là où je trouve que la comparaison vaut raison et qu'il y a une diabolisation, on le voit bien. Et je trouve que tous ceux qui prêtent le flanc à ça ne se rendent pas compte du danger qu'il faut courir à la démocratie. Comment les croire, en fait ? Comment les croire ? Première phrase du procureur de la République ce soir, en marge de la conférence de Sciences Po de Rima Hassan. C'est la première phrase du procureur. Parce que Éric Coquerel, en réaction au procureur, il a dit que c'était à des centaines de mètres de notre conférence. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le procureur qui dit en marge de la conférence de Rima Hassan à Sciences Po. Je vais abonder dans le sens d'Éric Revel. C'est-à-dire que les liens entre la Jeune Garde et la France Insoumise, c'est fait. Le point d'interrogation, c'est les liens entre la Jeune Garde et le meurtre de Quentin. Et Mediapart, qui n'est pas, me semble-t-il, un journal une officine de droite, voilà, dit que le collaborateur de Raphaël Arnaud était présent. Mediapart. Et un témoin de ce qui s'est passé, de ce lynchage, dit qu'il a même participé au lynchage. Mais je cite ce témoin. Nous ne sommes pas procureurs. Le dira. Sauf que je remarque qu'il s'est mis en retrait de la collaboration de Raphaël Arnaud, que Yael Braun-Pivet lui a suspendu les accès à l'Assemblée nationale et que ce collaborateur est mutique depuis 3 jours. C'est intéressant, mais nous verrons jusqu'où ça va. Après, sur la dissolution et les élections législatives. Donc, la France Insoumise a décidé d'investir Raphaël Arnaud, patron de la Jeune Garde Antifa, qui depuis a été condamné définitivement pour violence volontaire. Et d'ailleurs, la Jeune Garde est mise en cause dans une agression antisémite également. Exactement. Sur un très jeune Français de confession juive. Bon, j'attends avec impatience, effectivement. Gabriel Attal va-t-il s'expliquer ? Va-t-il dire, dorénavant, je n'appellerai plus jamais à voter pour la France Insoumise au second tour face au Rassemblement national ? Parce que si je prends le cas très concret de Raphaël Arnaud et d'Avignon, le second tour, il n'y a pas eu de désistement, contrairement à ce qu'on a pu entendre, parce que la candidate macroniste ou de Gabriel Attal a été battue dès le premier tour. Donc le second tour, c'était RN-LFI. Si je suis la consigne de vote de Gabriel Attal sur France Inter, il fallait voter Raphaël Arnaud. Et face à une candidate RN, qui était députée sortante, qui n'avait jamais fait l'ombre d'une polémique. François Hollande, on l'aime ou on l'aime pas, il a présidé ce pays pendant 5 ans. C'est une autorité morale. Et pour redevenir, comme l'a très justement dit Éric, député de Corrèze, il a accepté une alliance avec des Philippe Poutou, avec des Raphaël Arnaud. Est-ce qu'il referait la même chose ? Ça serait intéressant de poser la question. On invite Gabriel Attal, on invite François Hollande. Voilà. Ils peuvent venir demain matin, ils sont les bienvenus. Est-ce que Gabriel Attal referait la même chose demain ? Est-ce que François Hollande referait la même chose demain ? C'est des questions, parce qu'on est sur un moment de bascule. On est sur une bascule. Voilà. Laetitia Guinan, je veux vous entendre.
sur ce bascule français? Mais parce qu'il y a effectivement un double standard, il y a toujours eu un double standard. L'extrême gauche, c'est moins grave que l'extrême droite. Là, ça va être embarrassant, mais en même temps, moi, c'est aussi la technique de LFI. LFI se nourrit avec deux mamelles. L'une, c'est la victimisation et l'autre, c'est l'appel à la violence. Et il fonctionne effectivement comme un parti d'antifa qui appelle à la violence par provocation. Il la justifie. C'est vrai que la jeune garde, pour avoir des antifas dans ses rangs, pour Jean-Luc Mélenchon, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, c'est ça qui est stupéfiant aussi, y avoir un antifa, Raphaël Arnaud, Fiché S, 3 fois. Fiché S, à l'Assemblée nationale. On n'imaginerait jamais que ça soit toléré de la part du RN d'avoir présenté un membre du GUD ou d'un groupement d'extrême droite qui aurait été dissous. Et là, ça ne pose finalement de problème à personne. Alors là, bien sûr, aujourd'hui, ce type d'acte aujourd'hui va poser beaucoup de problèmes, mais je pense que pour Jean-Luc Mélenchon, ça fait partie de la stratégie parce qu'il va se victimiser encore davantage. Et de toute façon, lui, c'est son mantra, c'est-à-dire qu'il va, avec cet appel à la violence, c'est le seul moyen qu'il imagine avoir pour accéder au pouvoir, en provoquant des réactions, effectivement, qui sont outrées de la plupart des gens, parce qu'effectivement, Raphaël Glucksmann, qui est le premier peut-être en avoir pâti, s'est fait éjecter de manifestations, traité de sale juif, etc. Il s'est allié à chaque fois après. Alors, oui, après les législatives, c'est l'erreur cardinale qu'il a faite, alors qu'il avait pris la main justement sur la gauche. Il ne la reproduira pas, mais je pense effectivement une grande partie de la gauche classique n'adoube pas du tout LFI. Mais en même temps, s'il n'y a pas cette condamnation, il n'y a pas cette condamnation en fait d'un parti qui effectivement se nourrit de la haine qui fomente dans ses paroles, peut-être même dans ses actes. Michel Fayad, comment vous voyez cette stratégie effectivement de chaos, de violence que je disais tout à l'heure dans mon édito, qui sont des véritables projets politiques? C'est le projet politique de l'extrême gauche aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est le projet politique de Jean-Luc Mélenchon et il veut, je pense, éliminer même toute concurrence au sein de la gauche. Et quand bien même il y a des Glucksmann et autres qui parlent et qui soi-disant se démarquent de Jean-Luc Mélenchon, vous savez, finalement, les socialistes sont devenus des notables et donc pour eux, seul compte leur réélection. Et donc effectivement, place publique ou pas place publique, lorsqu'il y a des élections, ces députés vont forcément, enfin ces candidats à leur réélection vont forcément se réallier à nouveau avec LFI. Aujourd'hui, LFI, c'est le vivier de voix, parce qu'ils bénéficient non seulement des antifas, comme vous l'avez dit, mais aussi des islamistes, parce que non seulement il y a les liens avec les groupuscules d'extrême gauche, mais vous savez, il y avait quand même le député Saint-Toul lors de la commission d'enquête qui disait que, vous savez, l'UOIF, c'est-à-dire la branche française des frères musulmans qui s'appelle désormais Musulmans de France, mais apparemment il n'était pas au courant, est porteur d'un bon islam. Et d'ailleurs, ils ont présenté des candidats, notamment l'ancien chef de la jeunesse de l'UOIF, comme candidat LFI. Donc les liens aujourd'hui, les viviers sont présents et sont là. Et aujourd'hui, ils musellent finalement toute forme d'opposition au sein de la gauche. C'est lui le poumon, c'est lui le cœur de cette gauche. Et il essaye d'empêcher toutes les voix discordantes au sein de ce camp. Écoutons juste Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, et je vous passe la parole, Gauthier Lebret. La France insoumise encourage depuis des années maintenant un climat de violence. La France insoumise a des liens avérés et assumés avec des groupes d'ultra-gauche extrêmement violents. Je pense par exemple à la Jeune Garde. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois, en meeting, expliquait que c'était un mouvement, je cite, lié à la France insoumise et que les membres de la Jeune Garde étaient ses camarades. C'est la France insoumise qui, en 2024, lors des législatives de 2024, a investi et fait élire un membre de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, fiché S. Voilà, Maud Bréjon, pas d'accord avec Gabriel Attal, visiblement. Pourtant, c'est le même parti, on est d'accord. Exactement, mais on sait qu'il y a eu plusieurs lignes au moment de la dissolution, ceux qui étaient pour le vote blanc entre le Rassemblement national et la France insoumise, et ceux comme Gabriel Attal qui étaient pour le vote LFI. Elle a ajouté, effectivement, on a tous une responsabilité lorsqu'on glisse un bulletin LFI dans l'urne. Voilà ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement. On ne peut pas ne pas penser à l'appel au vote en faveur de la France insoumise de Gabriel Attal au moment du second tour après la dissolution. Donc, encore une fois, est-ce qu'il réitérerait cela après ce qui vient de se passer aujourd'hui? Et alors que tous les regards, si vous voulez, la violence à la France insoumise, c'est les députés
qui la mettent en scène. Quand vous avez un Thomas Porte qui met son pied au-dessus d'un ballon de la tête d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, au moment de la réforme des retraites. Quand vous avez Monsieur Saint-Toul qui traite ce même Olivier Dussopt d'assassin. Quand vous avez Sébastien Delogu qui fait un tête contre tête avec le Benjamin RN de l'Assemblée nationale. Sébastien Delogu condamné pour des coups de pied contre un représentant d'un établissement scolaire à Marseille. Raphaël Arnaud condamné définitivement pour violence volontaire. Jean-Luc Mélenchon condamné pour rébellion lors d'une perquisition à la France insoumise, où on avait des scènes proprement hallucinantes pour les officiers qui venaient mener cette perquisition. Imaginez si une telle perquisition avait eu lieu au siège du RN et si Jordan Bardella ou Marine Le Pen s'étaient comportés de la même manière. Imaginez aussi si c'était un militant d'ultra-droite qui avait tué un jeune homme d'extrême gauche. Je ne pense pas qu'on aurait eu le même déroulé dans les médias à nous parler de rixes et d'affrontements ce week-end, alors que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On l'a vu avec le procureur de la République. Donc la violence, elle est inhérente à la France insoumise. C'est devenu un parti non plus de la bordélisation, mais de l'intimidation qui mène à la violence. Et il y a des députés qui ont été condamnés pour des faits de violence. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Et quand on parle du collaborateur de Raphaël Arnaud, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines heures. Mais qu'un média comme Mediapart dise il est sur place, qu'un témoin dise il a participé à ça. En même temps, et vous avez vu le tweet de Raphaël Arnaud ? Vous choisissez vos sources. Hein. Oui, mais enfin... non, mais c'est pas les miennes. Le témoin, j'ai le droit de le choisir ? Vous avez le droit de choisir. Le témoin, ça, on peut lui faire confiance ? Je préfère. Au micro de Frontières. Ce que je veux dire, c'est que Mediapart n'est pas accusé d'être un média de droite. Et ils expliquent qu'il est présent. Vraiment. Donc, et on voit bien la stratégie de la France insoumise avec Raphaël Arnaud qui a dû prendre un avocat. Lisez son tweet des dernières heures. C'est un tweet écrit par un avocat. Je vois que vous avez le ministre de la Justice ce soir dans votre émission. J'adore quand on fait des hommes politiques dans votre émission. C'est formidable. Merci, vous allez lui parler de l'affaire, évidemment, Quentin, de ce drame de Lyon. Évidemment, le ministre de la Justice qui a le mérite, comme souvent avec Gérald Darmanin, de nommer les choses. Donc il a parlé de l'ultra-gauche hier, et on a entendu les critiques contre Éric Coquerel. On aura un long format avant, c'est pour ça qu'il vient ce soir, Laurence, sur les prisons de haute sécurité. Vous savez qu'à Vendard-le-Vieil, document saisissant, où il a mis en place ces quartiers de haute sécurité, qui avait été quelque part supprimé par Robert Badinter. Et on va évidemment l'interroger aussi sur le meurtre et donc l'homicide volontaire de Quentin. La justice étant indépendante, il va sans doute se retrancher en disant voilà, justement non. Je laisse les enquêteurs travailler. Puisque hier, il a parlé de l'ultra-gauche avec beaucoup de courage, le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Contrairement à d'autres qui se planquent, lui, il n'a pas cette habitude-là. Il dit les choses. Qui se planque Il y en a qui se planquent. Évidemment qu'il y en a qui se planquent. On les entend là. Je peux vous en donner si vous voulez. Vous avez entendu le ministre de l'Enseignement supérieur depuis jeudi ? Vous avez entendu le ministre de l'Éducation nationale depuis jeudi ? Monsieur Baptiste, Monsieur Geffray, ils sont où ? A priori, c'est des sujets plutôt pour un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice. Sciences Po, ça n'a rien à voir avec l'enseignement supérieur. Ça, c'est un autre sujet. Pourquoi Mme Hassan a été autorisée à faire une conférence à Sciences Po ? Ça, c'est un autre sujet. Et vous avez raison. C'est en marge d'une conférence de Mais interpellez-les, invitez-les dans votre émission. Figurez-vous que l'invitation a été lancée. On nous dit au service politique de CNews qu'ils ne sont pas disponibles. Écoutez, c'est dommage. Ils le seront pour le matin. Non, c'est un sujet qui est quand même étroitement lié parce que, pardonnez-moi, quand Mme Rima Hassan, d'ailleurs la plupart des médias disent elle se rendait pour faire une conférence. Mais en fait, elle ne se rendait pas pour faire une conférence, c'était un meeting politique qu'elle tenait. Moi, j'attends, au-delà de la réaction du président de l'université de Lyon 2, qui dit non, mais nous, on avait mis en place la sécurité qu'il fallait. Moi, c'est pas là-dessus que j'aimerais entendre le responsable de l'université. C'est comment se fait-il que vous laissez intervenir, non pas pour une conférence, non pas pour un débat. Le débat, j'adore. J'irais même moi écouter Mme Rima Hassan avec quelqu'un en face d'elle. Vous ne pourriez pas rentrer. Alors, je pourrais peut-être pas rentrer. Vous, avec votre tête, là, jamais. Mais comment est-ce qu'on peut les... Est-ce qu'on oublie que, tiens, on parlait de François Hollande. Est-ce qu'il a oublié François Hollande qui se faisait déchirer son livre parce que hué. Est-ce qu'il oublie que l'islamo-gauchisme dans les universités... Mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il vienne. Vous savez, Gazinski a été empêché. Vous savez de qui ça dépend ? Ça dépend d'une seule personne, c'est le directeur de l'IEP. Parce que le patron de Sciences Po Paris... Voilà. Oui, exactement. Il a remis de l'ordre. Le patron de Sciences Po Paris, Louise Vassy. Oui, mais lui, il a fait pas parler madame. Et je peux vous dire que, regardez, il a empêché la venue de Rima Hassan à Sciences Po en novembre 2024. Elle a fait un recours, il a gagné. Et il a empêché une seconde fois sa venue sur le campus de Menton de Sciences Po Paris le 2 février dernier. Aucun recours, aucune contestation. Donc, ça montre une chose, c'est que c'est la responsabilité du directeur de l'établissement. Il n'y a que lui qui est responsable de ça. Et que quand on veut faire des choses, on y arrive.
je trouve que l'exemple du Et patron on a Sciences tous Po vu sur les est réseaux très sociaux éclairant. les acclamations de l'amphithéâtre de Sciences Po. Mais c'était un meeting. En fait, c'est une C'était un salle de meeting. meeting. On ne peut pas dire que c'est une conférence Vous savez quoi, il universitaire. faudrait demander la réintégration de ce truc dans les frais de campagne. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est une mise à disposition gratuite J'y avais pas de pensé. locaux. Mais je vous assure, c'est vraiment ça. Dernier mot, Surtout Gauthier. que Et on avance. si c'est une personnalité de droite, si Jordan Bardella va à Sciences Po... Il ne serait pas invité déjà. Mais, alors déjà, il ne serait pas invité, mais ensuite, il serait hué, il y aurait des mouvements de foule. Enfin, à Bordeaux, on avait une étudiante la semaine dernière sur le plateau de CNews. Une étudiante de l'Uni ne peut plus suivre ses cours. Parce que quand elle y va, puisqu'elle est de l'Uni, elle se fait intimider par une Syndicat foule étudiant haineuse. de droite. Voilà, syndicat étudiant de droite. Donc, c'est open bar pour la France Insoumise. Quand on est un étudiant de droite, on n'a même pas le droit de suivre les cours. Alors imaginez Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui se rendraient à Sciences Po ou dans une fac quelconque de France. On fait une pause, je vous passerai la parole dans un instant. On va se pencher précisément sur ce qu'est la jeune garde, parce que nos téléspectateurs, nos auditeurs ne savent peut-être pas ce que c'est exactement ce groupuscule de gauche, comment il fonctionne, comment il s'entraîne. Et on va voir ça avec Olivier Vial, qui est un spécialiste de ces groupuscules d'extrême gauche. Et bien sûr, on n'oublie pas ce rendez-vous de 21h avec vous, mon cher Merci, Gauthier Laurence. Lebret, 100% politique. 18h39 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Olivier Vial, qui est directeur du Centre d'études et de recherche universitaire. Bonsoir à Bonsoir. vous. Vous êtes aussi en charge du programme sur les radicalités. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce soir dans Punchline, parce qu'on voudrait se pencher sur ce qu'est la jeune garde. Est-ce que sont tous ces groupuscules de gauche? Il y en a d'autres, hein, évidemment, qui évoluent dans l'orbite de la France insoumise. La jeune garde a été cofondée par le député de la France insoumise, Raphaël Arnaud. On va faire le point avec Michael Dos Santos et on va voir les ramifications après de cette nébuleuse et jusqu'où ces mouvements antifascistes, qui sont en réalité des mouvements fascistes, qui utilisent les méthodes du fascisme, sont prêts à aller. Il y a 8 ans, la Jeune Garde est créée à Lyon. Le collectif d'ultra-gauche compterait environ 200 membres. Il disposerait de plusieurs antennes à Paris, Marseille ou encore Strasbourg. Le groupuscule se définit comme antifasciste, mais aussi non violent. À en croire l'un de ses fondateurs, le désormais député insoumis Raphaël Arnaud. Vous ne verrez jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais, un militant ou une militante de la Jeune Garde impliqué dans des affaires de violence ou que sais-je. Pourtant, plusieurs membres de la Jeune Garde ont fait parler d'eux pour des faits de violence. En décembre 2025, le même Raphaël Arnaud a été condamné pour avoir pris à partie un jeune homme de 18 ans avec 5 autres personnes. L'élu est visé par d'autres plaintes pour violence et menaces de mort, notamment l'une visant la présidente du collectif Némésis, Alice Cordier. Bouffonne d'Alice Cordier là, qui repartage les Kurdes, moi je dis j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. D'autres membres de la Jeune Garde sont eux dans le viseur de la justice. En 2024, 8 d'entre eux auraient agressé un jeune homme de 15 ans de confession juive dans le métro parisien, en marge d'un meeting de Rima Hassan. La France insoumise, qui n'a jamais caché ses liens avec le collectif d'ultra-gauche. La Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ou son remplaçant présumé, Génération antifasciste, éteignons la flamme. Olivier Vial, on vient de voir le pédigré donc, de cette jeune garde. Ce sont des gens qui sont formés, entraînés, qui ont un cadre, je dirais, idéologique qui leur est infusé ou pas? Oui, alors effectivement, en plus, la Jeune Garde a renforcé cela, puisque traditionnellement, les mouvements antifa, c'est des mouvements qui sont extrêmement autonomes, avec une forte identité locale. Et Raphaël Arnaud, quand il crée la Jeune Garde, il décide de créer un mouvement avec une empreinte et une marque nationale. Et il va être le premier, effectivement, à faire en sorte que dans cette mouvance antifa, on ait sous la même étiquette plusieurs collectifs qui se font, et il va notamment créer des espaces de formation, d'entraînement, puisque plus que de la formation intellectuelle, c'est essentiellement de l'entraînement physique et de l'entraînement au combat. Et pendant une grande période entre 2018 et 2021, il va d'ailleurs beaucoup publier des photos de ces militants en train de s'entraîner physiquement. Et il y a une forme d'esthétisation qui va être mise en place sur la violence, une esthétisation qui va lui permettre de recruter en grande partie, notamment des gens d'autres mouvements antifa. Alors, quel profil ils ont, ces gars? Ils sont quoi? Plutôt éduqués, plutôt dans les mouvements antifa, en fait, en tout cas, il y a un peu de tout. Beaucoup viennent effectivement du milieu étudiant, mais aussi la tradition antifa, elle est
elle a pu naître dans des groupes un peu underground de la culture, notamment punk. Donc on a des gens qui sont un peu désociabilisés. Et puis il y a aussi beaucoup qui viennent de la culture de certains groupes de supporters de foot. Et donc on en retrouve un peu là-dedans. Donc on a en fait trois familles, des ultras, des étudiants radicalisés et effectivement quelques personnes un peu plus désociabilisées. Est-ce qu'ils subissent des entraînements? Est-ce qu'ils s'entraînent? On a vu à Sainte-Soline, ils étaient super entraînés. Oui. Est-ce que c'est les mêmes profils ou pas? Alors, ils s'entraînent effectivement, ils s'entraînent donc beaucoup physiquement. On a même eu le moment assez marquant où on a vu une photo de Carlos Bilongo, le député LFI, participer à un entraînement de boxe avec les membres de la Jeune Garde. Ils ont d'ailleurs à l'époque publié ça sur les réseaux sociaux de façon très fière. Et donc effectivement, oui, il y a cette culture de l'affrontement physique et du combat avec tout un imaginaire derrière qui est effectivement celui de l'affrontement physique, qui a été d'ailleurs théorisé puisque il y a un penseur de l'antifascisme qui s'appelle Marc Bray, qui est un Américain qui a écrit en 2018 un livre qui s'appelle Manifeste antifasciste et où il va expliquer que puisqu'il est impossible de faire changer d'avis une personne, un opposant, on peut par contre rendre trop coûteuse socialement, politiquement, économiquement et même physiquement le fait de défendre ses idées. Et donc, tout ça, ça va être l'objectif de la Jeune Garde et aussi des mouvements antifa, c'est de mettre en place une stratégie qui permette du harcèlement. Et c'est là où il y a un basculement par rapport à ce qui se faisait avant. C'est là où on n'est pas dans des rixes, on n'est pas dans des bagarres, on n'est pas dans des rencontres spontanées. La Jeune Garde va mettre en place un système de renseignement, comme tous les mouvements des antifas, qui permettent de ficher ses opposants, ses adversaires, de les pister jusqu'à chez eux, chez eux et de les attaquer quand ils le souhaitent, toujours en surnombre et toujours armés. Autre élément que je vais vous faire écouter avant de vous passer la parole, un échange à l'Assemblée nationale, puisque Raphaël Arnault, fondateur de la Jeune Garde, est député de la France Insoumise, et Bruno Retailleau, qui évidemment à l'époque a tenté de dissoudre la Jeune Garde. Le Conseil d'État n'a toujours pas validé cette décision. Écoutez cet échange. La dernière fois que j'ai interpellé le gouvernement, c'était au sujet d'une trentaine de fascistes qui agressaient au couteau un syndicaliste au cri de Paris est nazi. Monsieur Retailleau n'arrivait pas à condamner ces violences. Comble du sort, vous souhaitez justement dissoudre la Jeune Garde sous ordre direct du RN parce que nous avons osé repousser des attaques du même type. Et en plein génocide, vous annoncez la procédure de dissolution d'urgence Palestine. Évidemment, pour faire taire toutes les voix de la justice et de la paix, massacrer, effacer, détruire toute existence politique et humaine d'un peuple, ça s'appelle comment? J'ai commencé la procédure pour la Jeune Garde, la procédure pour urgence Palestine, la procédure aussi pour un groupe d'extrême droite, Lyon Populaire. Ma main ne tremblera pas, pas question de laisser se banaliser la violence, parce que voyez, on ne lutte pas contre le fascisme avec des méthodes fascistes. Voilà, Bruno Retailleau, c'est en mai 2025 et la Jeune Garde a bien été dissoute, effectivement, vous avez raison. Le 12 juin 2025. De me répondre. Ce qui ne leur a pas empêché hier de faire un communiqué. Oui. Donc, comme quoi, je ne sais pas s'ils sont complètement dissous. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une reconstitution de fait de l'association. De la Ligue dissoute. Et que c'est exactement. C'est évidemment légal. Éteignons la flamme. Michel. Il y a quelque chose aussi, je pense, qu'il faut dire, c'est que depuis maintenant 1970, en réalité, les groupuscules d'extrême gauche en France et en Europe s'entraînent. Ils s'entraînent non seulement sur le territoire français, mais également sur d'autres théâtres. Parce que dans les camps palestiniens au Liban, ils se sont entraînés pendant de nombreuses années, et également dans les camps kurdes. Or, justement, concernant la Jeune Garde, on sait que l'un de leurs principaux dirigeants est quelqu'un d'origine kurde et qui s'est entraîné avec la branche syrienne du PKK, c'est-à-dire YPG, YPG, et les membres des forces démocratiques syriennes. Et donc, il y a eu ces entraînements sur place en Syrie, donc dans les camps kurdes. Et c'est pour cela que M. Raphaël Arnault, quand il a menacé Alice Cordier, qui était là tout à l'heure, il a dit ils peuvent venir donc voir les Kurdes, on va leur apprendre et on va leur lui tirer mettre une balle dans la tête. Mais justement, et donc en fait, il faisait référence au fait justement qu'ils sont présents eux aussi auprès des Kurdes, en train de s'entraîner. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau. Les groupuscules d'extrême gauche, et Olivier, à mon avis, il pourra le confirmer, français et européens sont présents sur le théâtre au Moyen-Orient, donc dans les camps palestiniens et dans les camps kurdes, en train de s'entraîner militairement. C'est une des points communs avec la violence qu'on a connue dans les années 70. Il y a un acteur qui est commun, c'est le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, qui avait formé les activistes d'extrême gauche dans les années 70. C'est la matrice, et qu'on retrouve aujourd'hui dans toute la galaxie de l'ultra-gauche, puisque LFI a fait
fait venir ces gens du FPLP à l'Assemblée nationale et on les retrouve dans les universités aujourd'hui. Et effectivement, c'est le point commun entre la violence des années 70 et celle qu'on connaît actuellement. Très intéressant. Laetitia Guillon. Mais il y a une bascule, effectivement, dans les antifas, en tout cas tels qu'on les connaissait, tels qu'ils étaient organisés. C'est qu'aujourd'hui, ils s'en prennent à des personnes. Pendant très longtemps, la doctrine des antifas, c'était de provoquer en fait la violence publique. Donc, ils étaient dans les manifestations, évidemment, cagoulés, ils mettaient le feu, ils allaient agresser les CRS, entre guillemets, pour en fait qu'il y ait une riposte et dire on est victime, etc. Voyez la violence de l'État. Mais aujourd'hui, dans ces groupes-là, et c'est pas seulement en France, on a vu ça aussi en Suisse, dans des manifestations, ils s'en prennent à des individus. Ils en prennent à des individus et donc pour lesquels ils s'octroient effectivement le droit de les molester, de les traiter parce qu'ils leur ont collé l'étiquette effectivement fasciste. Et ça, c'est une grande bascule, entre guillemets, parce que pendant très longtemps, cette extrême gauche a dit mais nous, on n'en veut à personne individuellement. On est pacifiste. On se confronte aux forts, entre guillemets, l'État, les policiers, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, ils mettent à mort, en l'occurrence peut-être, des individus qui sont... Effectivement, c'est simplement la phase émergée de l'iceberg de l'ultra-gauche, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'autres mouvements, et beaucoup d'autres mouvements, malheureusement, plus violents qu'eux. Aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, avec la jeune garde, avec les mouvements antifa, on a ce qui est plus violent en France. Non, puisqu'on a des mouvements qui sont passés depuis quelques mois maintenant dans la clandestinité, qui ont multiplié ces dernières années les sabotages. Là, par exemple, on vient d'apprendre qu'à Bure, donc dans l'est de la France, il y a une bombe qui a été placée contre un employé de l'Andra pour lutter contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et ça revendiqué par un site anarchiste. Donc effectivement, on voit que ça peut aller encore plus loin. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on a eu deux choses qui se sont passées. Un, l'élargissement de ce qu'était le fascisme. Parce qu'en fait, en 2018, ils prennent conscience quand même que si les mouvements antifa doivent simplement lutter contre les nostalgiques de Pétain, il ne va pas y avoir beaucoup de monde à combattre. Et donc, ils vont élargir et ils vont notamment s'appuyer sur toutes les luttes intersectionnelles pour définir ce qu'est le fascisme aujourd'hui avec un spectre extrêmement large. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement le concept d'autodéfense qui est beaucoup utilisé par même la LFI pour défendre ça. Il faut comprendre qu'ils jouent sur les mots, parce que quand eux disent l'autodéfense, la majorité du public comprend légitime défense. C'est pas du tout la même chose. L'autodéfense pour eux, c'est de dire qu'il y a du fascisme partout, y compris dans l'État, que la police est fasciste, que la police tue, etc. Et que donc il faut créer une structure de remplacement. Et donc l'autodéfense, c'est d'avoir des structures qui puissent remplacer la police notamment pour faire régner l'ordre. Et les antifas se considèrent à la fois comme le source de renseignement de toute cette galaxie de l'ultra-gauche et comme, effectivement, cette force-là. Il y a un exemple très récent, c'est ce qui s'est passé à Seattle pendant le mouvement Black Lives Matter, où dans des quartiers entiers, c'est les antifas qui s'étaient érigés en police locale. Donc il y a une internationale, les antifas. C'est totalement un mouvement international. Oui. Okay. Oui. Et qui s'entraînent mutuellement. Mais vous savez, dans les camps palestiniens, quand la guerre au Liban a commencé, on trouvait dans les camps palestiniens donc les gens du FLNC, Corse, des gens des indépendantistes bretons, l'ETA, les Brigades Rouges, la bande Abadère, enfin tout ce monde-là, Action Directe, tout ce monde-là était mélangé, était entraîné dans les camps. Donc en fait, ils se retrouvent effectivement, il y a une internationale comme vous le disiez. Juste une question, Olivier Vial. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un basculement avec la mort de Quentin et qu'on pourrait en arriver à des actions, comme le disait Laetitia Guinan, violentes contre, alors peut-être des hommes d'affaires, des hommes politiques, des actions commando ciblées? Alors je pense que ça peut arriver. Ça avait été déjà un peu théorisé aujourd'hui par d'autres penseurs et j'allais dire, indépendamment de, malheureusement, ce qui s'est passé. Andreas Malm, par exemple, qui est le grand penseur de la radicalité aujourd'hui, a toujours dit que la violence contre les personnes physiques était prématurée. Il ne l'a jamais condamnée sur le fond, mais il pensait qu'on n'était pas encore prêt. Et Léna Lazare, il y a 2 ans, disait qu'il fallait que la question de poser des bombes se poserait nécessairement, que ce n'était pas encore le moment. On s'aperçoit qu'avec ce qui s'est passé à Bure, ils ont l'impression que c'est le moment et qu'effectivement la violence contre les personnes physiques, c'est quand même largement développé. Tout ça est motivé par quoi? Par les échéances politiques à venir? Pas du tout. Je pense que parce que pour le coup, ils sont quand même dans une logique beaucoup plus à long terme, qui est effectivement de faire en sorte, comme ils le disent, de faire mal à ceux qui nous font mal. Ils considèrent que ça ne sert à rien de délire des personnes ou de faire changer les choses. Il faut faire sauter le système. C'est pour ça qu'ils s'en prennent au réseau, qu'ils ont attaqué le réseau électrique, le réseau ferroviaire, etc. Mais comme disait Éric Revel tout à l'heure,
l'élection éventuellement du RN en 2027, c'est une aubaine pour eux. Ça sera une aubaine pour eux. Ça sera en tout cas, je pense, à ce moment-là, effectivement, un moment, comme ils l'espèrent toujours, un moment où ils pourront avoir justement ce moment qui est recherché pour eux, c'est quel est le moment où l'opinion acceptera leur niveau de violence. Et en fait, tout leur travail, et là pour le coup c'est très théorisé et c'est extrêmement fin dans leur analyse, ils savent que pour l'instant la violence n'est pas acceptée par l'opinion publique et il faut des événements pour que la violence soit acceptable. Et donc ils espèrent effectivement que ce genre d'événement-là pourrait rendre la violence acceptable. Un dernier mot, Laetitia, il nous reste 1 minute. Si on arrive là-dedans, dans cette configuration, il y aura quand même une compétition parce qu'effectivement, il y a les antifas qui ont quand même une espèce de doctrine encore d'extrême gauche, laïque, et puis collusion avec les islamistes. Plus du tout. Après, oui, mais ils ne poursuivent pas forcément encore toujours les mêmes intérêts. Là, parce que dans cette constellation-là, il y a encore, comme vous l'avez dit, des groupes de footeux, des supporters, mais plus etc., vraiment. Là, c'est vraiment, ils se sont totalement basculés en 2018. Et par exemple, parmi les militants de la Jeune Garde, il y a un Lyonnais qui a été condamné pour violence politique, mais qui a été aussi, il y a une enquête pour lui pour apologie du terrorisme parce qu'il relayait les propos de Boko Haram et donc on a quand même des liaisons extrêmement fortes entre eux. Et puis le FPLP gauchiste est financé par le Hezbollah et la République islamique d'Iran. Donc les laïcs, ils sont financés par les islamistes. Peut-être un cycle comme dans les années 70, c'est-à-dire comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'on a connu des grandes périodes d'apaisement, mais dans les années 70, la violence, les enlèvements, les exécutions, etc., les bombes, c'était 70. Jusqu'en 86, le dernier vraiment moment, c'est 1986. On oublie l'assassinat de Georges Best, le président de la régie Renault, par Action Directe, je crois. On oublie la mise à mort d'Aldo Moro en Italie, qu'on a retrouvé dans son coffre ou Brigade Rouge. Bon, voilà, l'ultra-gauche, c'est aussi ça. C'est évidemment ça.